Merci de l'invitation. Il faut que je justifie un petit peu ma présence ici, je pense. Je vais essayer de le faire, puisque quelquefois on dit la physique, c'est la science quand tout est mort. Et on a eu ce matin une séance où il y avait du vivant, d'une intensité incroyable. Et donc je vais essayer de tisser un fil depuis la physique, qui est la science de quand tout est mort, jusqu'au vivant. Alors je vais commencer tout de suite, bien sûr, plein pot, parce que faut que je rattrape un petit peu de temps, hein, Henri. Bon. Alors, la confiance d'abord. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de société. N'importe quel geste de la vie quotidienne, le plus anodin, repose sur une confiance. Boire un verre d'eau, c'est faire confiance. Traverser la rue, c'est faire confiance. Allumer la lumière, c'est faire confiance. Tout ça marche et on fait confiance. Et quand vous avez un problème de voiture, vous allez voir un garagiste et pas le boulanger du coin sous prétexte qu'il fait du bon pain et que le week-end il bricole dans son garage. Vous allez voir le garagiste. C'est la confiance. Et quand vous sortez votre téléphone pour actionner le GPS, vous faites sans le savoir, et des millions de fois, et des milliards de fois de par le monde, une expérience de relativité générale qui marche. Vous testez la relativité générale parce que obtenir une précision de quelques mètres, ça suppose de faire confiance à la propagation des ondes électromagnétiques entre des satellites qui se trouvent à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude, et ça marche. Donc c'est une expérience réussie de relativité générale. On fait confiance à une des théories les plus sophistiquées qui ait jamais été produite. Et on le fait banalement et même sans y penser. Donc la confiance, elle est partout. Partout, pas tout à fait partout, et justement, sinon on ne serait pas là pour en discuter, il y a des endroits où elle manque, et je vais essayer de caractériser du point de vue de ce que je connais un peu, où les choses pêchent un peu. Alors, d'abord un mot sur c'est la science quand tout est mort. C'est pas tout à fait vrai. Il y a de l'inerte dans le vivant partout, et quelquefois c'est très très réjouissant. Un exemple. Le cœur des animaux à sang chaud est fait en gros pour battre 1 milliard de fois dans une vie. Alors, si le cœur bat très vite, eh bien l'animal vit moins longtemps. Typiquement, les oiseaux, ils vivent moins longtemps et ils ont un cœur qui va très vite. Et pourquoi il va très vite ? Parce que l'ensemble du métabolisme doit être bien plus rapide que le nôtre. Pourquoi ? Parce que ce sont de petits animaux à sang chaud. Petit animal veut dire surface relativement grande par rapport au volume. La chaleur se perd par la surface, elle se produit par le métabolisme interne, et donc un petit oiseau a beaucoup de déperdition de chaleur. Donc il faut qu'il mange sans arrêt. Un oiseau mange de 20 à 25% de son poids. Imaginez un individu de 70 kg qui mangerait 14 kg de nourriture par jour et qui devrait digérer tout ça. Donc les oiseaux, ils font ça. Ils font pas ça parce qu'ils l'ont décidé, ils font ça parce que il y a les lois de la physique qui sont comme ça, rapport surface sur volume. Voilà, l'évolution, elle connaît, si vous voulez, les lois de la physique. Elle connaît le rapport surface sur volume. Elle connaît bien d'autres choses. Et donc, nous avons la particularité de pouvoir exprimer ces lois sous forme mathématique, mais elles sont implémentées dans les organismes. Un logicien assez connu en France, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Jean-Louis Krivine, c'est le cousin du président, dit que finalement le travail... Prenez une vache dans un champ. Une vache dans un champ se débrouille. Elle sait monter, elle sait explorer les 3 dimensions du champ, et elle ne va pas tomber s'il y a une petite butte à monter. En termes mathématiques, ça se dit qu'elle a la connaissance implémentée dans son cerveau de l'espace euclidien de dimension 3. Alors, ça, c'est la formulation mathématique, et effectivement, la vache a ça dans son cerveau, mais elle ne le sait pas, elle n'a pas besoin de le savoir. Ce que font les mathématiciens, avant Jean-Louis Krivine, c'est de casser le code. Faire des mathématiques, trouver des théories mathématiques, c'est casser le code, les codes qui sont implémentés dans le cerveau. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à Google, mais c'est absolument passionnant comme
comme façon de rétablir les mathématiques sur des bases matérielles, en quelque sorte. C'est l'évolution qui a produit tout ça. Alors, deux autres petits exemples comme ça, il y avait les battements du cœur, mais prenez l'exemple du saut en hauteur, par exemple. Essayez de sauter en hauteur, sans élan, hein, vous essayez de sauter. Eh bien, si vous êtes capable de faire 30 cm, chapeau. Quelqu'un de très entraîné à ça, il fait 1 mètre, pas plus. Mais un chat, il fait la même chose. Une puce, elle saute 30 cm. Une souris, pareil. Donc, en gros, tous les animaux à sang chaud, disons, alors c'est sans doute pas vrai pour la puce, mais les animaux à sang chaud, ils sautent tous à la même hauteur. Alors ça s'explique en termes de physique. Je ne vais pas le faire maintenant, c'est assez simple, mais c'est assez réjouissant en même temps, parce que la prochaine fois, quand vous avez l'explication de ça, d'abord, il y a une petite jouissance qui est associée avec le fait de comprendre pourquoi tous ces animaux sautent à la même hauteur, mais la prochaine fois que vous voyez une souris qui court le long d'un mur, il y a une espèce de familiarité, comme ça, qui s'installe, et ben oui, et peut-être elle aussi pense la même chose, parce que finalement, on est fait avec les mêmes fibres musculaires, mais simplement, chez elles sont plus petites, chez moi, elles sont plus longues, dans un kangourou, elles sont... Mais finalement, le résultat, tous pareils, on saute à la même hauteur. Donc c'est assez réjouissant. Alors, maintenant, un autre point, pour aller avancer un petit peu plus dans le sujet, on caractérise souvent, on oppose souvent les faits et les valeurs. Les faits, c'est des choses objectives, on n'y échappe pas, un fait, c'est un fait, etc. Tandis que les valeurs résultent d'un choix. Il y a plusieurs façons d'organiser la société sur un minimum commun qui permet de vivre et de ne pas s'entretuer. Mais après, il y a des choix, et il y a plusieurs systèmes de choix qu'on peut faire. Alors, résumer la science ou les activités scientifiques à des faits, c'est une vision un peu pauvre de la science. Pourtant, c'est assez. Le mot fait est assez claquant, donc on aime bien, on dit voilà, les faits, un fait c'est un fait. Mais la partie scientifique de notre cerveau n'est pas une espèce de maniaque collectionneur qui engrange des faits dans sa mémoire. Poincaré disait que la science est faite de faits comme une maison est faite de pierres, mais un tas de pierres ne fait pas une maison et un tas de faits ne fait pas de la science. La science, elle est faite de théories explicatives, elle est faite d'explications. Les scientifiques, ils collectionnent des explications et pas des faits. C'est important de faire la distinction entre énoncé scientifique et opinion. Et il faut explorer un tout petit peu ça, donc je vais prendre quelques minutes pour le faire. On peut avoir une opinion sur n'importe quoi, il suffit d'aller au bistrot du coin le plus proche et on s'apercevra que des gens ont des opinions sur n'importe quoi. En science, on n'a pas de réponse scientifique à n'importe quelle question. En science, il y a les choses qu'on sait bien, il y a les choses qu'on sait moins bien, il y a les choses qu'on ignore, et puis il y a les choses qu'on ignore ignorer. Et c'est très important de savoir ça. Et ça permet vraiment très facilement, même dans l'enseignement, enfin pour des petits, moyens, grands, etc., de leur faire remarquer ça, que c'est vraiment ça la marque de la science. On n'a pas de réponse à n'importe quelle question. Si vous invitez quelqu'un à faire une conférence, il peut vous parler des heures de son travail. Mais si vous êtes dans une discussion avec lui et vous lui demandez sur quoi tu travailles, il va vous dire je travaille sur ça et ça. S'il est honnête, au bout de 3 questions que vous allez lui poser, il va dire je ne sais pas. Parce que dans l'activité scientifique, on est en permanence confronté à sa propre ignorance dans son domaine d'excellence. Sinon, on ne ferait pas de la recherche. Donc on n'a pas de réponse à toute question. Alors, bon, les choses qu'on sait bien, c'est quoi ? Par exemple, que l'ADN, voilà, la structure de l'ADN, la double hélice, etc., ça on le sait bien. On sait que le système solaire a été formé il y a 4,5672 milliards d'années, avec une incertitude de quelques dizaines de millions d'années. On sait qu'au centre de la galaxie, il y a un trou noir qui pèse 2,6 millions de fois, 2 600 000 fois la masse du Soleil, avec tout de même une incertitude de 200 000 masses solaires. Mais on le sait, ça. Et on le sait bien, c'est bien établi. En revanche, on sait moins bien le rôle du changement climatique sur la formation des nuages. Parce que les nuages, ce sont des structures qui se forment hors équilibre et c'est très difficile de les modéliser
théoriquement, de façon précise. Donc, on sait des choses sur le changement climatique, on sait l'origine anthropique, etc., etc., tout ça c'est bien établi, mais il y a des zones qu'on connaît moins bien parce que c'est difficile à modéliser. On ne sait pas bien non plus comment ce trou noir au centre de la galaxie s'est formé. On sait qu'il est là, mais on ne sait pas bien comment il s'est formé. Donc il y a des choses qu'on sait moins bien, et puis il y a les choses qu'on ignore. Et les choses qu'on ignore, c'est ce sur quoi travaillent les scientifiques. Ils travaillent sur ce qu'ils ne savent pas. Là, il y a une question qui est posée, et on cherche la réponse. Donc c'est banal, ça, c'est l'activité normale. Les choses qu'on ignore, ignorer, c'est plus amusant, mais c'est absolument présent. La science produit de l'ignorance en même temps qu'elle produit de la connaissance. Comment s'interroger sur la structure des atomes tant qu'on ne sait pas qu'ils existent? Une fois que, en 1911, la manip est faite que Rutherford interprète comme l'existence d'un noyau au sein d'un atome, etc., eh bien, se posent toutes les questions concernant la structure de ces atomes. Mais, donc c'est une nouvelle ignorance, mais cette ignorance, quelques années auparavant, on l'ignorait. Et c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Il y a de la production d'ignorance en même temps que de la production de connaissances, et ça, c'est tout à fait normal. C'est autre chose que la production délibérée d'ignorance faite par les marchands de doute, mais ça, je dirais ça un tout petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne explication maintenant, une théorie explicative? Qu'est-ce que c'est une bonne théorie explicative? Eh bien, ça a trois caractéristiques. La première, c'est que ça doit expliquer le plus de phénomènes possible. Si vous avez une explication que pour un phénomène, ce n'est pas une explication, c'est une description. Bon. Donc ça doit rendre compte de beaucoup de choses. Le mouvement des projectiles à la surface de la Terre, le mouvement de la Terre autour du Soleil, le mouvement de la Lune autour de la Terre, etc., etc. Donc ça doit expliquer beaucoup de choses, pas tout, mais ça doit expliquer beaucoup de choses. Ensuite, ça doit permettre de faire des prédictions testables. Des prédictions testables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les équations de la physique, et là, je vais parler de la physique, bon, les équations de la physique en savent plus que ceux qui les ont écrites. Ça, c'est tout à fait étonnant et c'est une source c'est une motivation extraordinaire. Il y a des cadeaux, si vous voulez, à la formalisation. Il y a eu une allusion qui a été faite hier à la découverte de Neptune, qui a été trouvée d'abord sur le papier avant qu'on la découvre, mais c'est sans arrêt comme ça. Les ondes électromagnétiques ont été découvertes par Maxwell 20 ans après leur découverte expérimentale par Hertz. Le neutrino a été postulé, proposé par Wolfgang Pauli 25 ans avant sa découverte expérimentale. Le chaos déterministe, qu'on appelle le chaos déterministe, c'est-à-dire la sensibilité d'un système dynamique par rapport à des conditions initiales et la divergence exponentielle des trajectoires, c'est contenu dans l'équation de Newton. Et Newton ne le savait pas. Mais c'était là. Et ça a été explicité véritablement à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle. Et les ondes gravitationnelles, elles étaient dans les équations d'Einstein de la relativité, qui datent de 1916, et il a fallu un siècle pour les découvrir. Donc vous voyez, cette chose-là, c'est tout à fait extraordinaire. Vous avez des équations qui sont écrites pour expliquer un certain nombre de phénomènes, ces équations les expliquent, mais elles contiennent plus. Il y a des cadeaux à découvrir. Il y a des cadeaux à récolter dans la formalisation mathématique, et c'est pour ça qu'il y a ce lien si étroit entre les mathématiques et la physique. On dit souvent que les mathématiques s'appliquent à la physique, c'est pas la bonne formulation des choses, parce que la physique s'applique autant aux mathématiques que les mathématiques et la physique. En fait, le rapport entre ces deux disciplines, il est fusionnel. Si vous voulez, c'est comme la chair et le sang, ce sont deux instances distinctes, mais si vous les séparez, vous tuez la bête. C'est pareil pour la physique et les mathématiques. Donc, ça c'est la deuxième caractéristique des bonnes théories. Elles doivent faire des prédictions testables, expérimentalement. Et la troisième condition, qu'on passe souvent sous silence, mais qui est très importante, c'est qu'une bonne théorie, elle est difficile à changer. S'il y a un problème qu'on n'arrive pas à comprendre avec cette théorie, alors il faut modifier quelque chose. Mais en général, c'est très difficile à faire. Un exemple, le mouvement de Mercure autour du Soleil au milieu du XIXe siècle, on savait que ça ne collait pas avec la théorie de Newton, elle ne rendait pas compte, les gens ont travaillé pendant des années, etc., etc. Et finalement, la résolution de ce problème, ça a été le premier résultat
de la nouvelle théorie de la relativité générale d'Einstein, qu'il n'a pas du tout faite pour ça. Il n'a pas du tout écrit cette théorie pour ça. Mais ça a été le premier résultat. C'était un cadeau de la formalisation. Alors, mais ce n'était pas un petit aménagement de la théorie de Newton, c'était une révolution complète où l'espace-temps devient un objet physique. Si vous voulez, ce n'est pas un creuset vide, ça devient un objet physique qui réagit. Alors, les marchands de doute maintenant, où est-ce que j'en suis ? Ah oui, j'ai passé mon temps ? Bon, je promets de faire moins qu'Henri. Non, mais c'est de la physique, hein. Ouais. C'est tout. Non. Alors, les marchands de doute. J'ai fait pendant quelques années un cours à Sciences Po, donc ce n'était pas des physiciens, qui s'intitulait, en toute modestie, l'avenir de la planète, : population, énergie, climat. Et j'avais 2 objectifs à ce cours, qui était fait en première année, donc pour la moitié de la promo, 350 étudiants. C'était qu'ils fassent la distinction entre énergie et puissance, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sachent reconnaître les sources fiables, puisqu'il ne s'agissait pas qu'ils deviennent des spécialistes de transition énergétique, mais il fallait simplement qu'ils sachent qu'il y avait des sources fiables et des sources non fiables. Les sources fiables ne produisent pas de la certitude, la science est incertaine, mais c'est une incertitude fiable. Qu'est-ce que c'est qu'une incertitude fiable ? C'est une incertitude qui, en gros, produit des connaissances selon le protocole que je viens de rappeler, avec des bonnes théories explicatives. Alors, il y a un certain nombre de gens, et Pierre Corvol en a parlé hier, qui ont produit du doute, qui ont produit de l'ignorance sur des sujets qui étaient pourtant relativement bien établis. Je dis relativement bien établis parce que c'est des sujets compliqués, comme quelqu'un fume, il développe un cancer, est-ce qu'il développe ce cancer parce qu'il fume ou pour une autre raison ? Les industriels du tabac ont eu une attitude extrêmement astucieuse, extrêmement intelligente là-dessus, dès le début, dans les années 60, quand les premiers signes médicaux sont arrivés sur le lien entre l'un et l'autre. Ils ont dit, on ne va pas affronter de face, de plein pot comme ça, les résultats scientifiques, mais on va instiller du doute. Et leur formulation était très très précise. Il disait, alors c'est dans un mémo de 69 qui est public maintenant, notre produit c'est le doute, c'est pas la cigarette, notre produit c'est le doute, car c'est le meilleur moyen de contrer l'ensemble des faits auxquels croit le public. C'était très fort, vous voyez, parce que quand vous prenez cette attitude, eh bien vous pouvez financer de la recherche. Parce qu'il n'y a pas que le tabac qui donne le cancer, il y a des tas d'autres possibilités, de causes possibles. Et donc vous allez financer et vous allez noyer le problème du tabac sous un amoncellement de recherches qui peuvent être de très bonne qualité d'ailleurs, mais qui vont dire, oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a un cocktail, etc., etc. Et les industriels du tabac n'ont pas perdu leur procès pendant un certain nombre d'années parce que le plaignant ne pouvait pas montrer, dans son cas concret à lui, qu'il développait un cancer du poumon parce qu'il avait fumé. Les premiers procès qui ont été perdus par l'industrie du tabac, c'est quand ils ont dit que fumer était inoffensif. Et ça, c'était trop. C'était le truc en trop, parce qu'il commençait à y avoir des études épidémiologiques qui montraient qu'il y avait statistiquement un lien entre, et de plus en plus précise, entre le tabagisme et le cancer du poumon. Alors, ce qui est extrêmement troublant, alors cette stratégie-là, elle a été développée pas seulement pour le tabac, elle a été mise au point pour le tabac, mais ensuite elle a été reprise pour la guerre des étoiles, pour les pluies acides, pour le changement climatique, pour le DDT, etc. Pour un certain nombre de dossiers comme ça, c'était toujours la même stratégie et, ce qui est amusant, par les mêmes think tanks américains. Et si vous êtes intéressé par ça, il y a un très bon livre qui s'appelle « Les marchands de doute » de deux historiens américains, Naomi Oreskes et Eric Conway, que j'ai eu le plaisir de traduire il y a une dizaine d'années, et qui est extraordinaire. Chaque chapitre, c'est un dossier, et on voit que ce sont les mêmes think tanks, les mêmes lobbies, les mêmes think tanks qui produisent ça. Ce qui est extrêmement troublant pour un type comme moi, c'est qu'il y a eu des physiciens de très bonne qualité
vraiment des grands physiciens américains, qui ont participé à ce truc-là. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et la raison, c'est, je renvoie juste à la communication de Pierre Corvol hier, c'était pour des raisons idéologiques. Et je vous la résume juste en une phrase. L'un d'eux, Fred Singer, dit « Si nous ne délimitons pas soigneusement la façon dont se mettent en place des régulations pour prévenir des dangers, interdire de fumer, c'est mettre en place une interdiction, le contrôle de nos vies par le gouvernement n'aura plus de limite. » Voyez ? Donc, c'était ça. Ces gens-là sont issus de courants extrêmement conservateurs américains, et conservateurs américains, c'est autre chose que conservateurs chez nous. Et donc, ils étaient prêts à franchir le pas, en quelque sorte, c'est-à-dire d'instiller, de confirmer la stratégie des industriels du tabac ou d'autres dossiers qui étaient en jeu, parce que, disait-il, les mouvements environnementalistes sont comme des pastèques, verts à l'extérieur, rouges à l'intérieur. Et donc ça, c'était suffisant pour... voilà. Alors en France, ça a été un petit peu différent. Les climato-sceptiques ne relèvent pas de ça. C'est plus de la sociologie des sciences qu'il faudrait faire pour comprendre pourquoi un ancien ministre s'est exclamé, a éructé en 2007 quand le prix Nobel de la paix a été délivré au GIEC. La climatologie, ça n'existe pas. Bon. Donc, je ne vais pas faire ça ici, mais c'est d'autres, c'est pas directement des sous, quoi. C'est pas ça qui était en jeu. Alors, pour terminer, un mot sur l'Anthropocène. Nous sommes entrés dans une ère, avec le changement climatique, où l'humanité est devenue une force géologique, puisque nous sommes capables, globalement, de changer une des conditions physico-chimiques dans lesquelles le vivant se développe sur Terre. Donc, c'est le climat, mais c'est pas seulement le climat, c'est la disparition des insectes, un certain nombre de choses comme ça. Enfin, le climat est évidemment... Ah, c'est juste maintenant que je... D'accord. Donc, alors, l'Anthropocène, ça n'est pas enseigné à l'école. Ça va commencer à l'être au lycée. Ça n'est pas enseigné à l'université. Au Shift, on a fait une étude pour savoir comment la problématique énergie-climat a été enseignée dans le supérieur. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui se font en fin de parcours, comme une espèce de supplément d'âme qu'on donne une fois que tout est joué. Si ce que disent les climatologues est vrai, alors tous les secteurs d'activité vont être touchés, tous les secteurs de la connaissance, etc., tout vont être touchés, que l'on soit assureur, Toubib, machin, tout le monde va être impacté par ça. Or, ça n'est pas enseigné, ça devrait l'être, et on travaille à ce que ce soit mis en place, et c'est une activité qui est en train de se développer maintenant, comme un enseignement structurant en début de parcours, quel que soit le domaine d'activité. Et je veux terminer par une petite anecdote. Il y a longtemps, très longtemps, j'ai eu un directeur de thèse, qui est devenu un ami ensuite, et qui était un très bon physicien. Et quand on est très bon physicien, on a des prix. Donc il avait eu une bourse de la Fondation von Humboldt, qui est une fondation allemande, et ça consiste à être invité dans un château à l'allemande, quelque part, je ne sais plus où, près de Berlin, et on passe 6 mois là, et on n'a aucune contrainte, juste réfléchir, travailler avec des collègues, etc. Et alors Auriol, puisque c'est comme ça qu'il s'appelait, Auriol se trouve au petit déjeuner avec en face de lui un historien, parce qu'il n'y a pas que des physiciens qui sont là-dedans, il y a un historien qui est là, et il bavarde. Alors, l'historien, il parle de l'histoire du monde, donc l'histoire de la nature, le système solaire, 4,5 milliards d'années, etc. Ah oui, intéressant, apparemment le type n'est pas au courant. Donc il lui raconte, il n'est pas spécialiste d'astrophysique, Auriol, il n'était pas spécialiste de ça, mais voilà, c'est la culture générale. Et donc, très bien, ah oui, c'est bon, ouais. Et alors, dans le futur, la zone de combustion thermonucléaire va s'étendre vers la surface, l'étoile va devenir une géante rouge qui va sans doute vaporiser Mercure, puis Vénus et peut-être la Terre, et au fur et à mesure qu'il explique son truc, il voit le gars en face qui pâlit, qui entre dans une espèce de catharsis intérieure, et il dit plus rien. Alors Auriol s'arrête, et puis le gars relève la tête et dit « Alors, il n'y aura plus personne pour écouter les sonates de Mozart ?» Alors, tout est dit, sauf la dernière chose, c'est que dans 5 milliards d'années,
Bon, on a le temps de voir, c'est effectivement dramatique quand on regarde le truc comme ça. Mais je pense qu'il y a plus dangereux et plus immédiatement dangereux. Comme on ne fait rien par rapport au changement climatique, et la conférence de Madrid le montre bien, quand vous regardez les émissions de CO2, c'est le seul moment où il y a eu une petite diminution, c'était pendant la crise de 2008, parce que crise économique, ça veut dire qu'il y a moins de production, etc. Donc ça continue, alors entre 2 et 3% par an. Comme on ne fait rien, ça risque de dériver, et ça va dériver. Et les effets les plus dramatiques, ça va être sur l'eau et l'agriculture. Les plus immédiats, c'est l'eau et l'agriculture, et en particulier dans des pays qui sont déjà fragiles. Donc là, une des issues possibles, enfin un des scénarios possibles, c'est celui du canot de sauvetage. C'est-à-dire, il y a des zones qui vont vraiment souffrir. Et si un État n'est pas capable de nourrir sa population, c'est tout qui s'effondre, etc. Et donc, nous, on est mieux préparés, on est plus riches, etc. Et donc, c'est la logique des murs, ou la logique du canot de sauvetage, c'est la même chose. C'est-à-dire, on est dans le canot de sauvetage, et puis, il y a un nombre de places finies sur le canot de sauvetage, et donc, il faut être prêt à ce que les autres, là, qui ont envie de monter, non, il ne faut pas qu'ils montent. Donc, il faut être prêt à manier de la hache et puis couper les doigts et les mains de ceux qui s'accrochent et qui voudraient monter. Alors, si c'est ça le scénario, alors, ça me terrorise vraiment, parce que, est-ce que, quand on fait ça un peu trop longtemps, et si on s'installe dans une situation comme ça, est-ce qu'on est encore capable de jouer ou d'écouter les sonates de Mozart, ou de s'intéresser à la vie et la mort des étoiles? C'est pas sûr.